Les Américains ils nous ont déjà pas rendu Hulk dans la suite quasi directe de l'incroyable Hulk sorti il y a à peine plus d'un mois, hein, mais le responsable du PS, Raphaël Glucksmann, leur demande de nous rendre la statue de la liberté. Alors déjà, demande à François Fillon de rendre l'argent, demande aux électeurs de te rendre des scores à 2 chiffres dans les suffrages. Pour le reste, je me méfierais, hein, puisque la dernière fois qu'ils nous ont rendu un truc géant et vert, c'était dans le MCU, mais c'était aussi coiffé comme Pepper dans American Horror Story. Batman, Superman, Glucksmann, hein, je crois qu'on a que les héros qu'on mérite. Ah bon, ici votre fidèle Cominé Comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 467e JT Comics et je crois que Donald Trump, il en a tellement marre du gosse d'Elon Musk qu'il essaie de faire passer des petits messages très subtils à ses services de sécurité. On n'est plus sur la méthode d'éducation de JFK que Montessori. Pas très éducation positive, mais ça a le mérite d'être définitif. Hein, par contre, à pas confondre avec ça au Time's Up, le X et l'enfant, c'est pour faire deviner Jack Lang. Et tous les autres. Hein. Bon, passons plutôt aux news de la semaine. Punisher Light. Dans le dernier JT, je vous faisais part de ma petite déception concernant les premiers épisodes de Daredevil Born Again qui ne me séduisent pas autant que ce qu'ils devraient, autant que ce que je pensais qu'ils le feraient. Et puis j'ai vu passer un commentaire, hein, ouais, t'es dur avec Born Again, enculeur de mouche. Ah bon, ça m'a énervé, je voulais répondre un petit peu furieux, hein, tu dis n'importe quoi, j'ai raison, t'as tort, hein, mais j'avais une main avec les doigts pleins de lubrifiant et dans l'autre main, je voulais surtout pas lâcher l'insecte, hein, puisque j'avais mis 4 heures à l'attraper et j'avais déjà commencé les préliminaires avec elle. Là, bon, alors attention, hein, je vais encore peut-être vouloir un petit peu embarquer dans ce truc à 2 ailes par la soute aujourd'hui en parlant du dernier épisode en date, le 4. Hein, j'ai expliqué pourquoi mes attentes sont hautes pour cette série, plus que pour n'importe quel autre projet Marvel. C'est à la fois très personnel, j'adore Daredevil, j'adore aussi le Punisher. Les comics sont tellement bons, surtout pour Daredevil, on est gâtés. Et c'est aussi parce que il y a un petit peu d'objectivité entre guillemets, puisqu'ils nous font une promo pleine de grandes promesses. Hein. Oui, ça va être plus royaliste que le roi, c'est Netflix, mais encore mieux, patati patata. Bon, alors attention, spoiler, hein, si vous voulez passer à la news suivante, hein, vous cliquez sur la barre de défilement, c'est pratique, hein, puisque là, ça y est, on est enfin arrivé au moment fatidique, la réunion entre Matt et Frank, hein, qui redeviendront, j'espère, un jour Daredevil et le Punisher. Alors, ce qui m'a plu, le petit fuck you, hein, le petit... nous on s'attendait à ce que Daredevil vienne lui parler hein, de ce problème de la police qui se réapproprie le logo du Punisher, la police, les milices d'extrême droite, les membres des différents corps d'armée à travers le monde, enfin on en a déjà parlé ici, donc vous savez un petit peu pourquoi c'est un problème. Il balaye ça en 2-2, hein, c'est pas mon problème, mais en fait c'est une vraie discussion entre Frank Castle et Daredevil. Ce qui est merveilleux aussi, ce qui est certain, c'est que nous avons deux excellents acteurs pour venir camper ces personnages. Ils nous offrent peut-être les meilleures scènes de jeu dans tout le MCU, mais il y a un revers à cette médaille, hein, c'est qu'on se demande ce que ça serait si on avait des versions encore plus fidèles aux comics de ces personnages. Hein. Je parle pas autant pour Daredevil, je parle plus pour Frank Castle. Hein. J'ai l'impression quand même que Disney veut le Punisher, mais pas trop, hein. Et ce côté brisé qu'on pouvait un petit peu comprendre dans la série Netflix, parce que c'était les origines du personnage, c'était son Year One, qui est un comics qui existe aussi, et on le voit se lamenter plein de fois, mais c'est normal, hein, c'est un vrai traumatisme. Et bien celui-là, on peut un petit peu moins le comprendre 7 ans après, puisque on nous dit que dans la chronologie intradiégétique, dans l'histoire, on est 7 ans plus tard. Bon, là on nous sert quand même un Frank Castle qui a encore l'air au fond du trou, tout brisé. On nous montre bien qu'il prend des médicaments et ça n'a pas l'air d'être pour des douleurs physiques. Ça m'emmerde un petit peu. Ça me fait peur pour la suite. Et voilà, Bernthal, il est tellement investi qu'apparemment il avait refusé de revenir sur le premier jet qu'on lui avait proposé du personnage. Il n'aimait pas la version, il a mis du sien dans le personnage. J'ai l'impression que quand il a mis du sien, il gomme un petit peu certains aspects essentiels du Punisher dans les comics, à savoir hein, que ce Frank Castle, tout plein d'émotions, tout plein de douleurs qui se voient à la surface, en remous, eh bien il n'existe plus, il est mort, lui, avec sa famille, à Central Park, lors d'un jour de pique-nique, mi-pique-nique, mi-rafale. Voilà, ça peut arriver à Marseille aussi. Et oui, ce jour-là, le Punisher, il s'est transformé en véritable redoutable machine à tuer, bien stratège, en psychopathe surentraîné, pas du genre à prendre des antidépresseurs, très peu d'alcool au final dans tous les runs qu'on a pu lire, hein, et certainement pas de drogue, hein, ça au contraire, hein, c'est les autres qui se prennent des balles, un type auquel on a du mal à s'identifier à la fin. Hein, et là, j'ai l'impression qu'on a un petit Punisher light, alors que moi,
Je veux le hardcore, je veux la version Dolph Lundgren avec le crâne ou la version Ray Stevenson du Punisher Warzone si vous enlevez la scène du lustre jutsu. On est vraiment arrivé au point de bascule là, l'épisode prochain ça risque d'être l'épisode du team-up où on va voir Daredevil et le Punisher réunis à nouveau, et rien que pour l'acteur évidemment, et puis aussi parce que Marvel ne publie plus de série du Punisher en ce moment, même s'il y en a pas mal de quoi lire. Je continuerai à regarder, j'espère d'ailleurs me tromper, qu'ils vont faire tuer le Punisher, moins de pleurs, plus de balles, c'est comme ça, c'est le personnage au final. Et si vous voulez l'avis d'un mec qui encule des mouches peut-être, mais qui a écrit plus de 1500 pages de dinguerie dans la version du Punisher Max, et bien voici ce que disait Garcenis. Il disait: je pense que les acteurs qui ont incarné le Punisher ont tous été très bons, mais au fil du temps, on nous a proposé des versions de plus en plus édulcorées, légèrement anémiées du Punisher. La dernière en date étant celle de Jon Bernthal. Il est superbe, tout ce qu'ils ont mis en place en revanche pour éviter des scènes où il abat des gens par balle, c'est ça qui l'étonne à Garcenis. Il dit: il endure une quantité infernale de blessures physiques qui pourraient être évitées en tirant sur ses adversaires plutôt que de se laisser entraîner dans des situations où il doit se battre seul contre 6 mecs. C'est pas très stratégique ça, c'est pas très Frank Castle. Bon, je vous laisse me dire ce que vous pensez de Born Again et surtout de cette version du Punisher, ce que vous en attendez dans les commentaires. Ciné-série. Dans le reste de l'actu des adaptations de nos comics favoris à l'écran, chez DC, il y a un technicien qui a dû voir que le film, qui avait été pourtant condamné à mort pour des raisons fiscales, pour récupérer ça sur les impôts, un Coyote versus Acme, les Looney Tunes, ça avait ses chances d'être finalement vendu à un distributeur tiers et donc de sortir. Donc il a initié ce qu'on appelle le protocole TTM, tout de Tante May. Il a orchestré une fuite, celle d'une séquence de combat du film Bad Girl. Alors, c'est les 100 millions Bad Girl sur lesquels se sont assis la Warner pour les récupérer en impôts. Si un passeur voulait faire pareil, il faut faire entrer 1,5 tonne de marchandises dans sa mule cave. Bon, la Warner a fait retirer l'extrait qui est dispo sur Blue Sky si vous voulez le chercher. C'est pour ça que je ne vous le montre pas parce que je travaille pas pour la Warner. Je refuse, en voyant la scène, de croire que le film était moins bon que les dernières productions du DCU. Donc, TTM à fond jusqu'à ce que le film sorte. D'ailleurs, est-ce que ça serait pas plus simple pour le DCU de caster Colin Farrell en la future mystique des X-Men aussi du MCU, puisque l'acteur du Pingouin sera en négociation pour incarner le Sergeant Rock dans sa forme prise de vue réelle, après qu'il soit apparu dans la série Creature Commando, la série animée, sauf si on apprend que Colin Farrell en fait c'est Robert Downey Jr. grimé depuis le tout début. Les plus malins diront qu'il avait pourtant filé un indice en publiant en 2005 une vidéo où on voyait bien toutes ses compétences d'homme de fer. L'excellent acteur irlandais serait donc le protagoniste du film réalisé par Luca Guadagnino, à qui on doit un Queer et Challenger. Le Sergeant Rock, lui, il a été créé en 1959 par messieurs Robert Kanigher et Joe Kubert. C'est pas pour rien que ce nom il est important dans les comics. C'est un mec qui dirige donc un groupe de soldats d'infanterie pendant la Seconde Guerre mondiale, et on se sert de ce cadre pour introduire de bonnes grosses touches de science-fiction, de surnaturel. Tom King, qui est d'ailleurs l'un des proches conseillers de James Gunn pour le DCU, il avait écrit une histoire courte, ambiance en gros un soldat juif contre soldat nazi pour le Hanouka, ce qui est quand même un thème bien plus original pour n'importe lequel de vos mariages que chic, détail choc. On avait failli d'ailleurs avoir un film de John McTiernan avec Arnold Schwarzenegger écrit par Shane Black dans le rôle phare Schwarzy. Donc là, on verra ce que ça donne cette fois. Bon, après le queerbaiting des frères Rousseau pour Avengers, où ils avaient attiré toute la communauté LGBTQIA+, en promettant un personnage gay, on avait fini par comprendre qu'en fait c'était un type en arrière-plan d'un groupe de paroles, quasiment encore dans le placard, plus proche de la communauté LGBTQIA, rien du tout que autre chose. Et bien Marvel invente le good film baiting avec une bande-annonce des Thunderbolts mettant en lumière tous les membres de l'équipe technique ayant travaillé sur le film. Et souvent, c'est les mêmes qui ont travaillé sur des bons films, et souvent c'est des films de la boîte de production A24 qui est excellente. Bon, faut quand même leur dire que c'est pas parce qu'il y a Florence Pugh et le fleuriste de Midsommar que ça sera digne de ce bon petit vlog sympathique en Suède, mais c'est bien de mettre en lumière les films moins connus. En attendant, le réalisateur a dit que les relations entre les membres de cette équipe totalement brisée, très dysfonctionnelle, s'inspirent de Reservoir Dogs et de Toy Story 3. Deux salles, deux ambiances, mais deux bons films. Et les frères Rousseau, on continue avec eux. Ils espèrent du coup réparer le MCU en le recentrant sur une trame narrative moins large, et ils assurent que les deux prochains Avengers, Doomsday et Secret Wars, surtout Secret Wars, s'inspireront
plus ou moins des deux versions de ce crossover Secret Wars, donc la vieille et la récente, par Jim Shooter et par Jonathan Hickman au scénario. Pas sûr que ça soit évident de recentrer avec ces deux propositions qui sont elles-mêmes très différentes et surtout très vastes. Ah bon, je sais pas si on verra Mephisto vraiment un jour dans le MCU, mais si le diable est dans le détail, alors Mephisto sera clairement présent dans la série Spider-Man Noir en prise de vue réelle avec Nicolas Cage qui sera diffusé en couleur et probablement aussi en noir et blanc pour rester fidèle au genre noir. Robert Pattinson a déclaré que le Joker serait peut-être potentiellement l'antagoniste principal de The Batman 2. En attendant, on a vu tous les personnages de DC quasiment dans une publicité des assurances State Farm et quand une publicité parvient parfois à faire mieux que certains films récents, eh bien, il y a des questions à vraiment se poser, surtout pour le Joker qui pourrait tout à fait passer dans une production du DCU. Si Jared Leto est passé, tout peut passer. En France, elle évoque la gardienne de ce qu'on appelle les Yellow Coins Corps. Dans la série Lanterns, elle sera donc la mère de John Stewart, Bernadette, incarnée par l'actrice Nicole Harry Parker, qui prend donc la place de Shirley Stewart, la mère de Green Lantern dans les comics depuis plus de 10 ans maintenant. On aura aussi Jason Ritter, l'acteur qui incarnera Billy Macon, notre personnage inventé pour la série. Et enfin, c'était le projet de comics lancé par une célébrité qui est le plus lucratif qui existe, Berserker, par Matt Kindt, Ron Garney, sur une idée de Keanu Reeves, qu'il avait pitché à Donny Cates à l'époque. Ça avait récolté 1,4 million de dollars en financement participatif. Ça sera adapté sur Netflix par le réalisateur Justin Lin, que les fans de Fast and Furious connaissent. Ça sera écrit par Mattson Tomlin, qui est au scénar aussi de The Batman 2, et pour l'histoire, ce sera celle d'un guerrier millénaire, en gros condamné à une vie de violence éternelle. C'est sorti chez Delcourt en France. Rendez l'argent. Puis ces derniers jours, c'est une polémique sur les conditions de travail des artistes chez Marvel, un petit peu chez DC, chez les Big Two qui a éclaté, notamment grâce à l'artiste Dustin Nguyen, à qui on doit un Little Gotham, à qui on doit du Batman, à qui on doit du Wildcats, The Authority Revolution, qu'il avait fait avec Ed Brubaker, du Descenders, et c'est peut-être pour ça que vous le connaissez le mieux. Il a crié dans un post sur Instagram, un post qui aurait pu être traduit par Cyril Hanouna, puisqu'il dit « Marvel peut bien se faire foutre. J'ai demandé gentiment ces 15 dernières années, arrêtez de niquer les créateurs. En attendant, vous n'aurez plus une seule couverture de ma part. » Il parle de royalties, notamment sur les ventes à l'étranger, que ne toucheraient pas les auteurs Marvel. Il parle aussi des droits sur les produits dérivés, sur les adaptations du MCU. Il dit « Allez vous faire foutrement cuire le fiac. » Et on peut résumer son post. Je vais pas tortiller du cul pour chez droit, t'es un artiste, tu dessines ton bordel, tu vas être payé pour ce bordel. Maintenant, dans le futur et dans tous les pays, même ceux dans lesquels tu ne résides pas, alors Sean Murphy a soutenu l'artiste en disant que c'était pour ça qu'il ne bossait plus chez Marvel, où il a appris d'ailleurs récemment qu'il avait été blacklisté ces 10 dernières années. Zoé Thorogood, elle aussi, a dit que Marvel lui avait payé 100 balles pour un concept art, pour un Spider UK, et en fait s'en était servi pour une couverture sans lui demander la permission, mais 100 balles c'est pas le tarif pour une couverture. Plein d'autres artistes viennent flinguer l'éditeur, qui devrait publier plutôt un what if, et si Mickey était un gros rat, sauf que là c'est même plus un what if, c'est la réalité. Dustin a tellement fait de bruit que Marvel l'a contacté pour discuter. Il dit qu'ils ont été bien plus polis, courtois et professionnels que lui, mais il ne regrette pas, car sans son coup d'éclat, eh bien, il n'y aurait pas eu de dialogue. On verra si ça bouge, si on peut éviter dans le futur que certains créateurs comme Peter David, qui a quand même été un des auteurs qui a fait vendre le plus de Hulk dans l'histoire de Marvel, qui a écrit plein d'autres comics à succès, eh bien lui se retrouve criblé de dettes suite à plusieurs galères médicales successives. Qui c'est qui paye au final? Toujours les mêmes, les fans, via une campagne de GoFundMe organisée par sa femme, les pairs, les artistes qui mettent des originaux en vente pour contribuer à la cagnotte aussi. C'est pas comme si on parlait d'une industrie multimilliardaire, et malheureusement c'est la raison pour laquelle l'ambiance est aussi tendue, et nul n'est épargné, même pas le vieux lion photovoltaïque Stan Lee, véritable chef d'orchestre d'une révolution des comics. Et grâce à lui, on a l'univers Marvel moderne qui a su mettre toute sa personnalité au service des comics, en créant évidemment quelques frustrations, notamment quelques situations d'injustice avec les créateurs Steve Ditko, Jack Kirby et d'autres qui se sentaient un petit peu lésés de faire beaucoup du travail, mais de ne pas être rémunérés à leur juste valeur. Malheureusement, le vieux Stan a lui aussi été victime d'abus sur la fin, et un membre de l'entourage de Stan Lee, qui s'appelle
John Bolerja, qui veut montrer comment Papy Moustache a été mal entouré sur la fin par des gens qui le poussaient à faire des conventions où il était un petit peu exposé comme une bête de foire, hein, pour des photos payantes où il finissait par s'endormir en faisant des photos, hein, des séances de dédicaces qui l'épuisaient. Hein. La principale cible, ça semble toujours être un de ses responsables, Max Henderson, qui est déjà accusé d'abus de faiblesse par la fille Joanne Celiali de Stan. Hein. Donc bon, quand je dis tout ça, je pense à Alan Moore, tranquille dans sa maison avec son immense bibliothèque à Northampton. Je pense à Bill Watterson dans l'Ohio et je me dis que ces types ont tout compris. Le papier. Dans l'actu purement comics, à la source, DC lance une série de podcasts, toujours plus de multimédia, hein, puisqu'il vient d'adapter des comics de l'univers de Batman directement dans vos oreilles. Au moins, vous pourrez vous endormir avec. C'est moins dangereux que de s'endormir avec un comics au-dessus de son visage. Tu te réveilles, tu ressembles à John Berntal dans la saison 1 du Punisher, après la bagarre. Hein. Il commence par le Batman Year One. Il me tarde vraiment d'entendre comment va être adaptée cette scène et cette réplique iconique où Batman fait irruption chez l'élite de Gotham City et leur explique qu'elle a assez mangé sur le dos des Gothamites. Marvel, eux, relance leurs 4 Fantastiques au numéro 1. Évidemment, il y a un film qui va bientôt débarquer, donc il faut en profiter. C'est très bien, avec le même scénariste, Ryan North, qui fait un boulot formidable sur les 4 Fantastiques depuis environ 2 ans. Hein. Pas du tout le même artiste, puisque là, c'est Monsieur Humberto Ramos qui vient un petit peu nous régaler avec ses dessins, pourvu que les spectateurs du film foncent en librairie après la séance. Sinon, Marvel est toujours dans le teasing permanent avec la promesse d'une révélation ultra choquante pour le Wolverine numéro 400, cette couverture qui est un véritable générateur à mèmes. Hein. Qu'est-ce qui est écrit sur ce papier, hein? Régalez-vous dans les commentaires. Peut-être que c'est juste le post-it de la team marketing de chez Marvel. Un petit faire du numéro 8 de la série, le numéro 400, en additionnant tous les numéros qui sont sortis avant, en s'arrangeant un petit peu au passage, comme si on faisait un White Watcher. Un numéro 2, ajouter une histoire de Daniel Warren Johnson. Ça, c'est quand même pas mal. Un numéro 3, doubler le prix pour arriver à un numéro à 8$. Hein. Le numéro bonus, c'est rajouter une petite vanne dans les sollicitations, une petite vanne qui parle du comics en disant que c'est un numéro énorme, que vous n'avez pas les moyens de manquer ou de vous acheter, hein, ça dépend. Bon, tout comme le roi de la pop, la reine blanche de chez Marvel a bien évolué, on va revenir, elle, à sa période bad, super vilaine, smooth criminal, dans une mini-série signée Amy Chu et Andrea Di Vito, un retour au club des damnés, avant qu'elle puisse rejoindre les X-Men. C'est en 5 épisodes. Hein. Il débarque aussi bientôt à l'écran, ça serait dommage de se priver d'une telle synergie. Les Thunderbolts vont avoir droit aussi à une nouvelle série avec l'astérisque. Hein. Et alors, Sam Humphries et Tom Lima nous offrent par contre un casting qui est surprenant, entre rupture et continuité, comme la vie amoureuse et extra-conjugale de mon beau-frère. Bon, on a le soldat d'hiver, ok, Black Widow, ok, Carnage, mais un nouveau cru, hein, je veux pas vous spoiler, c'est pas Cassidy, Hulk, Namor, Cléa et la Wolverine, Laura Kinney. C'est quand même pas mal d'ego et pas mal de personnages à faire fonctionner ensemble et me tarde de voir comment ils vont faire. Hein. L'actu comics, elle est ponctuée également de plein de petits retours. À celui de Jeff Lobb après DC, c'est chez Marvel, hein, chez les Mutants, avec un numéro spécial situé pendant l'ère d'Apocalypse qui va venir introduire Miss Marvel dans cette ère-là grâce à Légion. Ils font plein pour cimenter sa position en tant que mutante, puisqu'elle va quand même être à mon avis dans le MCU proéminente. Kevin Smith aussi revient puisqu'il écrira les aventures de Spider-Man et des 4 Fantastiques dans le Giant Size Amazing Spider-Man, espérant que ça soit le Kevin Smith de l'époque Green Arrow. Joe Quesada, Christopher Priest et Richard Isanov reviennent à l'univers Marvel Knight, plus précisément reviennent dans le Wakanda, puisqu'ils vont explorer l'héritage de T'Challa et c'est Quesada, donc ça va être un régal pour les yeux. Lisez, je suis toujours en train de préparer l'émission, mais j'ai envie de la faire sortir vers la fin mai, donc en attendant, je vais un petit peu reprendre. J'ai lu cette semaine Les Gueules de Cuir, c'est Batman sous Louis XIII. Alors ça ressemble à un rêve érotique de Stéphane Bern, ou de moi si j'étais vraiment passionné d'histoire, mais non, c'est vraiment... Bon alors... Cherchez pas trop le côté purement comics, on est vraiment sur de la BD avec les codes de la BD européenne. Hein. C'est par Monsieur Pevel, Monsieur Créti et Monsieur Maffre, hein, qui nous offrent donc une véritable histoire de magie, d'alchimie, d'héritage et un héros qui est en quête d'une forme de vengeance. Et puis je sais pas si c'est que j'ai passé un excellent week-end à la Claremont Geek Convention, hein, invité par l'association Teach Drink and Draw qui font un superbe travail, et donc j'ai vu France d'Evil One Comics, j'ai eu envie de relire du Garcenis, hein, c'est peut-être aussi parce que j'ai été frustré et à la fois un petit peu aguiché par l'épisode d'Ardeville de la semaine, donc j'ai relu le
le Punisher soviète. Au début, je voulais picorer un petit peu pour voir. Je me rappelle qu'il boit dans ce... Enfin bon bref, j'ai lu aussi du Punisher de Rick Remender, la période post-Dark Reign, comme si j'avais le temps. Et puis après j'ai réalisé que j'avais peut-être pas le temps, donc j'aimerais vraiment voir ce Punisher-là adapté. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie à tous toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Merci aussi au Discord. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où je lis et j'essaie de répondre au maximum d'entre vous. N'hésitez pas aussi à réagir sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me laisser vos petits messages pour El Bando del Pueblo. C'est votre espace de liberté depuis 467 JT maintenant. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain JT Comics et des nouvelles toutes fraîches. Cette semaine, Gwyneth Paltrow a été surprise d'apprendre l'existence des coordinateurs d'intimité qui viennent un petit peu voir si tout se passe bien sur les scènes de sexe au cinéma. Je pense que c'est au moment où il lui a dit « Madame, arrêtez s'il vous plaît » quand elle essayait de lui faire comparer l'odeur de ses bougies avec l'original.